Pour commencer, la vente, c'est déjà une relation en elle-même. Donc, qui dit relation dit lien, dit multiplication. Il y a autant de multiples que de personnes. Plus tu joues sur une souffrance qui est forte, et plus tu apportes une réponse à cette forte souffrance, Mm. plus tu vas facturer cher. Marketing par la frustration, c'est de la psychologie inversée en fait. C'est-à-dire que tu crées vraiment un produit de rareté. Tu as envie d'appartenir à cette forme de produit, si je puis dire. De la réussite qui passe par l'acquisition, la voiture, la belle maison, la villa. Et du coup, ce Ouais. truc très très simple, c'est des leviers qui les font acheter. Aujourd'hui, les clients sont quand même plus sachants. Je pense que ce qu'ils ont envie, c'est d'être écoutés, être valorisés. Et aussi, il y a l'empathie qui joue, c'est-à-dire de se mettre à leur place. Parce que parfois, ils ont des problématiques que nous, on ne conscientise pas. Bonjour Bérangère, Bonjour Tammy. plein de sujets à l'ordre du jour. On va parler globalement de la psychologie de la vente. Ouais, Toi, donc, tu es directrice commerciale, oui. c'est un sujet que tu maîtrises. Et marketing, je Et le marketing. précise. Et marketing. Rapidement, dans les grandes lignes, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce qu'on se met à la place d'un acheteur, qu'est-ce qui fait un bon produit. On va voir la dimension de séduction qu'on peut retrouver dans Ouais. la vente. Ouais. Le fait de vendre quand on est une femme, est-ce que ça implique des stratégies différentes, Mhm. des choses différentes? La question du réseau aussi, comment est-ce qu'on peut se créer un bon réseau? Est-ce que c'est si important que certaines personnes le disent? Et on va parler des différents, on va dire, business models, la question du high ticket, Ouais. la question, toi, tu as un concept aussi de super high ticket. Qu'est-ce Oui. qu'on peut entendre par là? Quelque chose dont on parle peut-être pas assez souvent Aujourd'hui, oui. aujourd'hui. Et pour finir, on va parler du marketing par la frustration. Donc on devine à peu près ce que c'est, mais on va aller dans le détail et on va voir ce qu'on peut entendre par là. Comment je l'adapte dans mon business qui est, moi, un business plutôt physique puisque je suis dans la promotion immobilière. Donc, c'est encore différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les business en ligne. C'est une autre approche, on va dire, en termes de marketing et vente. Au niveau du business model, de la façon dont on vend, Ouais. Même le système d'acquisition, il est complètement différent aussi par rapport à notre cible, de 1, et aux produits qu'on vend. Je pense que c'est important de le préciser parce qu'on voit beaucoup de propositions marketing, si je puis dire, en business en ligne, qui est varié, mais que nous, on adapte différemment sur nos produits qui sont de l'immobilier et qui, de fait, sont des billets beaucoup plus, des enveloppes beaucoup plus larges, c'est-à-dire beaucoup plus grosses, puisque les gens achètent, je sais pas, un panier moyen autour de 300 000 euros environ, quoi, tu vois. ok, bon, avant de parler de ça, on va revenir sur la psychologie de la vente de manière un peu plus large. Mhm. Il y a un levier qui est important quand on vend, et quel que soit le métier, c'est la capacité à se mettre à la place de l'acheteur. Et c'est peut-être quelque chose qui manque à certains marketeurs ou à certains commerciaux. Ouais. Concrètement, est-ce que tu as des exemples de ce par quoi ça passe? Alors, je pense qu'il faut des qualités déjà relationnelles, en fait, en termes de... la vente, pour commencer, la vente, c'est déjà une relation en elle-même. Donc, qui dit relation dit lien, dit multiplication, parce que le relationnel, c'est aussi des personnes, en fait, humaines, et il y a autant de multiples que de personnes. Donc, je pense que ça joue. Il n'y a pas un modèle précis. Par contre, il y a des qualités, on va dire, relationnelles qui sont importantes à avoir. Et ça passe, pour moi, selon mon prisme, par de l'écoute active. Donc, écouter vraiment le besoin, s'intéresser à la personne que tu as en face, savoir rebondir. Donc, ça passe aussi par du questionnement, reformulation. En fait, après, tu as des techniques en termes de vente. La reformulation, c'est important pour vraiment comprendre en fait, le besoin du client et pas projeter son propre besoin ou ce qu'on a envie que le client valide, si tu préfères, et vraiment avoir bien compris. Tu vois ce que... Ça, c'est intéressant parce qu'on a souvent l'image, tu sais, du commercial qui Oui. bourrine. Qui Oui. bourrine et qui vend absolument, qui survend son produit. Et ça, Ouais. ça peut avoir Ça peut l'effet avoir inverse. un effet inverse, contre-productif parfois. Je pense que ça fonctionne chez certains. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je travaille et j'aime pas forcément ce profil de commerciaux. Après, je pense que ça marchait avant. Aujourd'hui, les clients sont quand même plus sachants, que ce soit sur n'importe quel domaine. Je pense que ce qu'ils ont envie, c'est d'être écoutés, être valorisés. Et aussi, il y a l'empathie qui joue, c'est-à-dire de se mettre à leur place, parce que parfois, ils ont des problématiques que nous, on ne conscientise pas.
Tu vois, c'est enfin, c'est un peu abstrait, c'est-à-dire que Ils n'ont pas la même vie que toi. Ils n'ont pas la même vie, ils n'ont pas les mêmes ouais, et puis ils besoins. n'ont pas les mêmes besoins. Mm. Donc en fait, ça passe par différentes choses. Il y en a un, par exemple, ça va être son trajet transport maison, la pénibilité du trajet. Je dis une bêtise. Il y a quelqu'un d'autre, ça va être l'image. Je prends mon exemple de bien immobilier, parce que c'est mon domaine et du coup, je connais. Je mets en parallèle. Et il y en a pour qui ça va être la valeur sociale. C'est-à-dire, tu as un appartement qui est plutôt bien, avec un bel extérieur, pour montrer aussi un peu, indirectement, ton statut social par rapport à ton entourage, à tes amis, à ta famille, une forme un peu de réussite. Tu vois ce que je veux De dire? signes extérieurs de richesse. Mais c'est pour ça que Ouais. à ceux qui vendent du business et qui vendent la réussite financière, ils jouent beaucoup sur les signes extérieurs de richesse sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que tu les vois Ouais. en Lamborghini sur Instagram? C'est vrai. Parce que ça fait vendre. Et Ouais. quand tu fais pas partie, quand t'es pas sensible à ça, Ouais. tu trouves que c'est un peu trop et que c'est presque un peu beauf. Oui, ça, c'est très bling bling. Après, ils vendent une facilité. Je pense qu'ils vendent une facilité, une promesse qui est de dire je vais changer ta vie en fait. Et c'est un peu la vente du high ticket, c'est ça. C'est-à-dire tu prônes une forme de changement de vie, transformation, voilà, merci, ou de réussite ou de statut social. Et ça passe, cette réponse à ce besoin en fait passe par un high ticket. Mais ça montre que ce que les gens veulent, ce sont ces signes extérieurs de richesse, finalement, quelque Pas part. tout le monde, je pense pas. Bien sûr, pas tout le monde, mais il y a un marché qui est Bien non sûr. négligeable Bien sûr, là-dessus. bien sûr. Sinon, ça ne serait pas mis en avant autant que ça l'est. Ouais, je pense que ça joue, et effectivement, ça en fait partie. C'est peut-être inconscient, c'est peut-être un besoin inconscient que les gens n'expriment pas forcément. Et Mais après, bien entendu que des objets de valeur, que ça passe par, tu parlais de voitures de luxe, d'appartements aussi, de biens, ça joue aussi sur l'image que tu vas renvoyer en externe. Évidemment, tu te mets par rapport à un niveau de vie, ce qui est aujourd'hui un peu le reflet de notre société en fait. Et c'est pas un peu ça le marketing de la frustration? C'est-à-dire que tu as une catégorie de la population qui est en galère d'argent, peut-être qui a des problèmes financiers, et ils voient une image que eux projettent comme idéale et qui est très, très, très brute, de la réussite qui passe par l'acquisition, la voiture, la belle maison, la villa. Et du coup, ce truc très très simple, ça déclenche chez eux, c'est des leviers qui les font acheter. Alors, il y a 2 questions dans ta question. Alors, je vais répondre par Vas-y. le marketing par la frustration. Pour moi, c'est autre chose, c'est une psychologie inversée. C'est-à-dire que c'est une forme d'expérience client et on te crée un besoin là où tu n'en as pas forcément, en fait. C'est un produit de rareté. Et donc, on te fait croire que toi, c'est en limité et que tu ne peux pas avoir accès, si tu veux. Donc ça, pour moi, c'est un phénomène qui se... Enfin, ça se rejoint aussi parce qu'en fait, tu te sens un peu privilégié étant donné que c'est de la rareté. Tu vois, donc tu te sens... Il y a, comme tu dis, un sentiment d'appartenance à une élite, si je puis dire, puisque c'est rare. Okay. En fait, c'est plus un... Tu as des exemples de produits? Oui. Moi, j'ai adapté ma stratégie de lancement commercial sur une marque. En fait, j'ai fait le constat il y a 10 ans, une marque de vêtements féminines, Cézanne, qui... à chaque fois, ce week-end, j'étais en formation aussi juste à côté et la boutique Cézanne est juste en face. Et c'est marrant parce qu'il y a encore la queue devant la boutique et tout le monde disait « mais je ne comprends pas pourquoi les gens font la queue » et tout. Donc ça, c'est une marque qui a su générer du marketing par la frustration, comme Apple aussi, tu vois, les gens faisaient la queue, ou quand tu as des baskets aussi, pour pas citer Jordan. Ça, c'est quelque chose qui est organisé. C'est pas parce parfois il y a la queue, parce qu'il y a du monde, mais là, c'est quelque chose qui est mis en scène. Je sais pas, non, ils jouent sur le marketing, c'est un levier marketing, c'est-à-dire ils te font en tout cas sentir qu'il y a un produit qui est limité, qu'il y a très peu de gens qui vont pouvoir l'obtenir, et donc il faut être les premiers à l'obtenir, à l'avoir. En fait, pour moi, c'est plus du teasing et du marketing. Moi, je l'ai adopté. En fait, j'ai fait ce constat et je me suis dit, c'est vrai que les gens, quand tu les mets dans l'urgence et dans le phénomène de rareté, ils sont plus enclins à acheter. Quand c'est un produit
qui correspond vraiment à leurs besoins. Si je prends mon exemple sur des biens immobiliers, nous on commercialise des programmes dans le neuf. Souvent, le dernier étage terrasse, c'est le produit le plus recherché, en fait. Et quand on fait un lancement commercial, on a une date. Mais en amont, on fait un système de teasing et on propose, en fait, on présente, tu vois, les plans sous forme de juste prix entre et synoptique. Synoptique, c'est des plans d'étage, en fait. Et les clients, on leur fait monter un peu l'envie, si je puis dire, en disant, bah voilà, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, le jour de lancement, venez tôt, si ce n'est la veille ou 2 jours avant. Et on a des gens qui dorment devant le bureau de vente 3 jours avant. Et le dernier lancement, c'était ça. On a fait 23 ventes en un week-end et il y a eu, je sais pas, une quinzaine de personnes qui ont fait la queue, dont notamment des gens qui ont dormi 2 jours avant. Et tous les lancements, ça fonctionne de la même façon. Après, il faut un produit qui correspond, il faut un emplacement, il faut des prix. Enfin, il y a plusieurs critères, si tu veux. Et après, tu as la rareté organisée, tu sais. C'est Ouais, comme c'est dans ça. la vente de ceux qui te disent qu'ils font volontairement, qui vont organiser des visites. Oui. Ils ont des créneaux disponibles, Oui. mais ils vont organiser des visites le même moment pour que les potentiels acheteurs voient qu'il y a une forme de concurrence et que ça crée une impression de rareté. Ça, bon, c'est de la manipulation, c'est de la stratégie, quoi. Oui, c'est de la stratégie Mais c'est commerciale. utilisé régulièrement. Bien sûr, comme l'anti-vente. L'anti-vente, c'est la même chose. C'est tu utilises un produit, tu as 2 produits similaires, tu utilises un produit pour dévaloriser l'autre et en fait, tu vends un des deux. Tu valorises un pour dévaloriser l'autre. Oui, c'est comme t'en as qui mettent un prix, ils mettent différents prix. Ils ont une idée de prix auquel ils veulent vendre et ils vont te mettre un prix très très cher supérieur auquel ils savent qu'ils ne vont pas vendre et parce que ça va donner l'impression de faire quelque part une bonne affaire parce que finalement dans le choix entre les deux tu prends il y avait pas un truc comme ça avec Starbucks qui faisait des gobelets de tailles différentes Ouais. avec un très très gros, un moyen, un petit et pour que finalement la personne se dise ah ben non, trop gros, c'est trop gros, je vais pas le prendre mais je vais prendre le moyen. Alors Ouais. qu'en essayant juste un petit et un moyen, ils vendaient plus de petits. Tu vois, Ok. ils Ils organisent la prise de l'offre. décision, en fait. Voilà, ils organisent la prise de Ouais, décision. en disant, comme les gens ne savent pas forcément prendre de décision, je crois, ils se disent, le moyen, valeur sûre. Ouais, Je c'est me ça. mouille pas trop gros, pas trop Et petit. je me fais pas avoir, entre guillemets, c'est-à-dire, voilà, je vais pas prendre trop. Ouais. Peut-être. Après, en tout cas, c'est clair qu'il y a un phénomène de rareté et on sent que ça peut jouer, mais tout dépend, encore une fois, du besoin de la personne qui est en face et de ce qu'elle attend, vraiment quels sont ses leviers, en fait. Tu vois. Et le fait d'être dans la stratégie pure, de vouloir absolument, tu vois, organiser la rareté, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on oublie un peu le produit et qu'on soit dans une... Bonne question. Je pense que c'est indissociable le produit avec la vente. C'est-à-dire que par la rareté, si tu n'as pas le produit, tu ne peux pas vendre de la rareté. Je prends un exemple. Si on te demande que des extérieurs, notamment des terrasses et autres, et que tu as un immeuble où il n'y a pas d'extérieur, ton bien, tu ne vas pas créer de rareté. Parce que en fait, si tout le monde te demande des extérieurs ou des derniers appartements terrasses et que tu n'as pas fait ce produit-là, c'est compliqué de créer la rareté avec un produit qui ne correspond pas aux attentes. D'où l'importance en amont de réfléchir au produit et non de faire le produit pour le vendre, mais de plutôt réfléchir à l'inverse, c'est-à-dire ta cible, qu'est-ce qu'ils attendent, quelle est vraiment leur demande en fait, tout simplement, et de réfléchir le produit en ce sens. Et c'est pour ça que toi, tu n'as pas tant une approche de masse, mais c'est-à-dire d'aller proche du client ou du prospect, discuter avec lui ou avec elle et d'essayer d'adapter en fonction. Donc, finalement, tu as une approche comme ça où tu vas chercher, discuter avec le prospect et tu as un peu une approche de masse qui est beaucoup sur les réseaux. Sur les réseaux, quand on travaille sur les réseaux et qu'on est dans du business en ligne, on a surtout les gens qui veulent scaler, qui veulent grossir énormément, ils ont des stratégies de masse pour accueillir, pour récupérer des prospects et des clients. Ouais, ils font dans un truc. Ils font dans un truc un spectre très large. Nous, on va travailler le produit par rapport à une cible en amont. C'est là où moi j'interviens. C'est-à-dire que moi je fais mes études de marché. Je travaille sur le prix, mais aussi sur le produit, sur les typologies. Tu vois, est-ce qu'il faut plus de T4, T3, T2, T1 ? Après.
On a des contraintes, on va dire, au niveau des villes. On nous impose au niveau du permis de construire des typologies auxquelles on peut pas, qui ne correspondent pas parfois à la cible en local. Tu vois, il y a une opération qu'on a, ils nous ont demandé des grandes surfaces, sauf que en fait, les clients, la cible, n'ont pas les poumons assez larges. Quand je parle de poumons, c'est-à-dire les moyens financiers, l'enveloppe financière pour acheter cette typologie-là. Donc en fait, on se retrouve avec des biens qu'on n'arrive pas forcément à vendre, où là, on va devoir élargir le périmètre d'acquisition, c'est-à-dire aller chercher d'autres clients ailleurs sur d'autres villes qui vont avoir cette possibilité de financement. Tu vois ce que je veux dire ? Et qui seront quand même intéressés par le... Ça dépend. C'est le même marché ? C'est pas le même marché, mais on parle de marché de report. En général, ce qu'on fait, c'est que c'est plutôt à l'inverse. Quand il y a des prix qui sont moins élevés, on va chercher des clients qui ne peuvent pas acheter sur leur commune et qu'on reporte sur un autre marché parce que c'est moins cher. Dans ce sens, ça fonctionne. Dans le sens inverse, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'ils ont une... c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient ouverts à... Je sais pas, si tu prends des villes, des exemples de villes, Ouais. Faut que ça reste dans le même secteur. Et Oui, dans un périmètre aux alentours. Si c'est en Île-de-France, je sais pas, je dis le 93, tu peux aller chercher dans le 95. Après, il y a des communes où il y a des gens, ils vont pas aller... tu vois, 92, 95, ça va être plus compliqué, en fait. Et il y a des gens où ils veulent pas changer de ville. Mais en fait, le levier, c'est pas tant ça, c'est la capacité d'emprunt. Si on te dit que à 300 000, là où tu habites, tu peux pas acheter, en gros, on te dit qu'il faut aller dans la ville d'à côté pour acheter ce que tu veux, bah, tu vas y aller, puisque tu as une contrainte, une obligation, un peu une forme d'obligation financière. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, un tout autre sujet, parce que là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la première partie. La question de la séduction dans les rapports de vente. Oui. Est-ce que, d'après toi, on peut établir des parallèles au sens large, quand je dis séduction, entre la séduction qui se fait dans des rapports entre les hommes et les femmes, et est-ce que c'est différent de vendre en tant que femme, tu vois ? Bonne question. Est-ce que c'est différent ? Je pense que... Tu parles en B2B ou en B2C, déjà ? C'est plus du... De toute façon, comme je te le disais, B2B, derrière, c'est toujours une personne. La vente, c'est toujours un humain en face d'un humain. Ouais, mais en B2C, c'est toujours la femme souvent qui... En tout cas, moi, dans mon domaine, dans l'immobilier, c'est souvent la femme qui achète derrière, quand il y a un couple. C'est pour ça que je pose cette question. Après, quand tu es une femme pour vendre, je pense que tu as des facilités. Je pense qu'en termes de séduction, ça peut jouer, ça facilite. Après, je pense pas qu'il faille miser là-dessus. C'est ça. Effectivement, je pense que ça peut être un levier, ça ajoute. Ouais. Bien sûr, le fait, si on a en face de quelqu'un qui nous séduit physiquement, mais même d'ailleurs un homme pour une femme, qui... Oui, si quelqu'un... Par effet de halo, un peu, ça encourage, ça pose un cadre qui est agréable, on est séduit par la personne, et donc indirectement, on a tendance à être plus séduit par le contexte. Et donc, ça amène peut-être plus facilement, et ça, c'est le lien, les liens humains. Ou les liens humains, comme tu dis. Après, la séduction, qu'est-ce que tu mets derrière séduction ? C'est pour ça que je parle au sens large. Parce que je veux pas que ce soit galvaudé. Ouais, c'est pas que physique. Quand je dis séduction, c'est pas d'aller draguer le prospect pour le convertir. Je parle vraiment de manière nuancée et au sens large. Il y a des rapports de séduction partout et tout le temps. Mais je pense que dans certaines circonstances, effectivement, peut-être qu'un homme peut être plus facilement séduit par une femme belle qui va chercher à lui vendre quelque chose et que ça va jouer dans la stratégie commerciale, on va dire, même en fond. Donc toi, tu mets ça sur le physique ou global ? Global. Le physique joue sur le global. Moi, je pense que la séduction, effectivement, ça a un lien dans tout rapport humain, en fait. C'est-à-dire, mais pour moi, derrière la séduction, je mets autant le physique que la personnalité. Je trouve que ça peut être aussi, tu vois, une forme d'intelligence, une forme bien sûr. De feeling, une forme de communication aussi qui peut correspondre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a plein de choses derrière, et bien entendu, je pense que ça joue. Après, moi, j'ai jamais misé là-dessus. En tout cas, je trouve que dans mon domaine, le discours est quand même assez important, les codes. Je pense pas que... Voilà, si j'avais pas un niveau de connaissance,
j'aurais été prise déjà sur des postes à responsabilité et de direction. Mais en plus, je ne suis pas certaine que je serais beaucoup écoutée. Voilà, Oui, de miser tout là-dessus. C'est Ouais. sûr que c'est contre-productif, je pense, oui, sur le Après, long terme. j'essaye de réfléchir à des exemples qui ont pu jouer. Oui, bah, après, c'est sûr que parfois c'est plus simple, ça minaude un peu. Bon, on se fait toujours un peu, pas dragouiller, mais un peu Je une pense que forme tu en de. as qui doivent perdre du temps. Il y a des femmes qui sont commerciales dans la vente, effectivement, d'hommes qui miment d'être intéressés par un produit, par un service. Mhm, Mais en réalité, ils sont intéressés par elle mhm. et ils lui font perdre du temps, puisque elle, ce qu'elle attend en tant que commerciale ou en tant que vendeuse, Ouais, c'est de vendre son produit. Et je pense que j'ai des exemples en tête où d'hommes ouais, qui vont pas être clairs dans leur approche. C'est d'accord. beaucoup sur LinkedIn, ils vont jouer là-dessus, ils vont se servir du Ouais. fait d'être contactés pour un produit pour derrière un peu faire le serpent et d'aller dans de la séduction. J'ai eu le cas une fois, Ah effectivement. ouais. Je réfléchis à ça, mais plus pas dans la vente directement, mais plus dans l'approche confrère, en fait. Ah, de Un autre collègues. Ok. promoteur qui est venu me démarcher et en fait qui me Oui, disait alors comment ça fonctionne en ce moment, oui, le nanana. prétexte Le pour ensuite. prétexte, puis après c'était un café. En fait, j'ai compris. Enfin, après, je pense faut lire entre les lignes. En fait, tu vois, il y a un moment donné quand la personne, il n'y a pas d'intérêt commun, il a rien à acheter, j'ai rien à lui vendre. S'il me propose un café, je pense que de fait, ça insinue une forme de démarche autre. Tu Ah oui, vois. si de base, il n'y a rien, il n'y a pas de possibilité de transaction entre Oui, les deux. voilà, Ouais, de ouais. transaction. Ouais, je- tu sens quand même que l'approche elle est différente. Je sais pas comment dire. Tu sens quand c'est axé vraiment business et que la personne elle vient avec des codes vraiment clairs et précis, ou c'est un peu ambigu. Bah, de toute façon, quand la discussion elle se reporte rapidement sur le personnel. Oui, mais au-delà de ça, tu vois, on peut. Oui, alors Moi, dans mon métier, je peux faire du il y a le réseau. personnel et le personnel. Ouais, Tu vois, je est-ce peux. que tu es célibataire ou est-ce que tu vois, si ça vient très vite, Ça, il n'y a pas de sujet. ça, il n'y a pas de sujet. Maintenant, dans mon milieu, enfin dans mon domaine, moi, je suis amenée à faire du réseautage, à beaucoup interagir avec des gens. Je peux aller boire des cafés avec des confrères, avec des personnes, pas des concurrents, mais des personnes qui travaillent chez d'autres promoteurs pour parler du contexte d'un marché, Là, avoir des informations, mais tu vois. là, bien sûr, je pense que la plupart du temps, il ne faut pas penser que dans tous les rapports entre un homme et une femme, il Mm. y a une volonté cachée. Mais je pense que c'est souvent, effectivement, peut-être dans le démarchage en ligne, sur les réseaux. Mm. Tu sais, il y avait une période sur LinkedIn, bah, tu en avais t'avais plus des femmes qui se plaignaient. Je ne sais pas si elles se plaignaient, mais elles mettaient en avant le fait Ouais. qu'elles étaient très sollicitées sur LinkedIn, qui est à la base une plateforme Ah oui, plus de sur un business. format de Voilà, c'est réseau ça, de qu'elles étaient rencontre. très Ouais. sollicitées pour autre chose que du business. Ok. Bon, écoute, moi, ça m'est pas beaucoup arrivé, mais en fait, parfois, le prétexte, il peut être, comme je disais, d'aller boire un café pour parler, effectivement, juste réseauter, et en fait, derrière, il y a des intentions qui sont différentes, mais globalement, Après, écoute, si ça permet de faire une bonne rencontre, hein, est-ce qu'on peut pas conclure là-dessus? tout à fait. Ouais. Après, je pense qu'il y a certaines femmes qui doivent l'utiliser. Enfin, mais hommes, non, mais bien sûr, là, Mm. on met en avant le fait, parce que j'ai amené le sujet en disant, est-ce que voilà, ça peut te faire perdre du temps, voilà, de manière négative. Après, Bah ouais, bien sûr, si de tu n'arrives manière- pas à détecter, si t'arrives si pas à t'arrives pas à détecter, détecter que les mecs, que à chaque fois que tu t'adresses à un potentiel prospect, c'est un mec qui Ouais. veut essayer de conclure de autre conclure. chose, pas une vente. Il y avait la question du réseau aussi, que je voulais aborder. Ouais. Qu'est-ce que c'est déjà pour toi le réseau et quelle importance est-ce que ça peut avoir toujours dans la vente, hein, dans le Alors, business? moi, je mets beaucoup d'importance sur le réseau parce que en fait, le réseau, c'est un peu sous-coté, mais on se dit qu'on n'en a jamais besoin, sauf que le jour où tu en as besoin, en fait, ça te permet d'aller plus vite. Ça te permet d'aller plus vite, pourquoi? Pour avoir des informations, pour avoir peut-être des passe-droits. Pour moi, le jour où tu en as besoin, ça te permet vraiment d'aller plus vite. Donc, moi, je participe à des groupes, du réseautage, j'en fais pas mal dans mon milieu. Et j'aime bien, alors pas faire du réseau, je vais pas dire massif, mais où il y a beaucoup de monde, je trouve pas d'intérêt là-dedans. Je préfère aller boire des cafés, aller dîner avec des gens, tu vois, 3, 4 personnes,
Les Euh, trucs, les masterminds, etc., ça, t'en penses quoi? C'est du réseau aussi, d'une c'est certaine du manière. réseau. Alors, oui, c'est bien parce que il y a des thèmes, il y a des C'est quoi, déjà, c'est thématiques. quoi un mastermind? Peut-être pour. Un mastermind, en général, c'est des sortes de formations accélérées sur des domaines particuliers où tu as des gens qui... tu peux travailler sur des sujets. Enfin, ça dépend des masterminds, en Qui fait. vont être facturés. Finalement, c'est Oui, une sorte de service. oui, bien sûr. Voilà, c'est ça, c'est un entrepreneur ou C'est quelqu'un un entrepreneur. Ouais. qui va te dire, voilà, tu vas rencontrer d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes qui sont Dans ta dans ta niche. catégorie, dans ta niche, bah, tu peux créer du réseau intéressant. Moi, j'en ai fait des masterminds. Derrière, ça aboutit à des recommandations. Tu vois, c'est pareil quand tu cherches quelque chose, je sais pas, une boîte de bâtiment pour faire des travaux, un courtier, enfin, des banques. Tu vois, en fait, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens payent des masterminds aussi. Mm. C'est que, en fait, tout le cheminement que tu dois faire qui prend du temps, quelqu'un l'a fait avant toi et en fait, il te délivre un peu ses connaissances, entre guillemets, Alors, je me sa fais valeur. pas l'avocat du diable, mais je vais être un peu critique. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec tout le contenu qui est accessible, Hmm. euh, est-ce que le réseau a la même importance? Tu vois, qu'est-ce que va t'apporter le réseau que ne t'apporte pas ChatGPT ou Google? Bah, des entrées parfois sur des endroits ou Donc, des... on n'est plus dans de la connaissance, c'est ça? C'est Non, c'est pas que de l'accès à la des. connaissance, ouais, bien sûr. C'est, bah, je connais un tel, il peut te faire rentrer là, ou il peut t'avoir ce document parce que tu as un problème administratif. Nous, le réseau dans notre métier, il est hyper important. Aujourd'hui, on fait des demandes de permis de construire et en fait, si on n'a pas des accès et du réseau avec les maires, bah, en fait, on n'a pas de permis. Hein. Ça se passe un peu comme ça, en fait. Hein. Donc, puis après, moi, dans mon domaine, tu es sur des études de marché où tu peux pas connaître tous les prix. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de savoir comment le copain a vendu, a commercialisé et autres pour connaître aussi bah, les prix sur le marché, la typologie, Plus toi, l'immobilier, c'est très c'est très vaste. réseau, Ouais. ouais, c'est très orienté sur le réseau. Ah, moi, je pense que c'est important. Tout le monde ne le fait pas. Bah, mes collègues, ils le font pas forcément. Il y a des gens qui sont pas très réseau. Moi, j'aime faire ça et ça m'apporte des informations où ça me permet de conforter déjà mes prix, mes études, et que j'aime les retours terrain. Et je trouve que ça, c'est important, les retours terrain. Même le terrain, ça peut être mes commerciaux qui me font une remontée par rapport aux clients. Tu vois, la remontée terrain, elle est là aussi, en fait. Et le réseau, non, moi, je trouve que c'est hyper important. Alors, peut-être dans le business en ligne, c'est pas important, tu vois, ça, je sais pas. Mais moi, je trouve que ça permet d'aller plus vite et d'avoir. Tu peux pas tout savoir sur tout, tu vois. En tout cas, dans mon domaine, si je raisonne au niveau national et que je dois connaître tous les prix d'un marché immobilier, c'est impossible. Et quoi de mieux que de m'adosser à des gens qui sont peut-être locaux, qui sont en local et qui travaillent sur tous les jours, quotidiennement, tu vois. Je trouve que c'est hyper important. Après, ouais, les masterminds, j'en ai fait et c'était... j'ai pas toujours fait du bon réseau, mais en tout cas, je pense qu'il faut savoir ce que tu cherches. Donc pour créer du lien, finalement, pour développer une activité, c'est un essentiel. Que ce soit en termes de clients, en termes d'associés, Ouais. en termes de. Ouais. Ça Je passe- trouve, en fait, ce que tu ne trouves pas pour répondre à ta question sur ChatGPT ou sur les réseaux, enfin sur Internet, c'est l'expérience, Mm. le retour d'expérience. Je trouve que ça, c'est hyper important. C'est une valeur pour moi. Ce qu'ils vendent, les formateurs ou les masterminds, c'est leur retour d'expérience, finalement, tu vois. Est-ce que ça, tu ne peux. Ouais, si t'es très observateur et que tu regardes. Tu as des outils maintenant. Alors là, c'est peut-être j'ai un biais un peu technique geek, Ouais. mais tu as des outils qui te permettent d'étudier ton marché en ligne. Tu parles de quel marché, toi? De manière générale, que ce soit. De toute façon, tout est en ligne maintenant. Même l'immobilier, qui est toi, terrain, Oui. tu l'étudies à travers des outils en ligne. Ouais, bien sûr, je fais ça, mais je les mets en parallèle avec le réseau et le terrain. Avec le terrain, Je ok, veux oui. pas je veux pas utiliser que les outils en fait, parce que déjà c'est faussé. Les chiffres ils sont pas toujours à jour. Qu'il y a un décalage de 3 mois, que c'est pas parce qu'on te donne un chiffre in fine que tu sais comment s'est passée une commercialisation ou sur quelle typologie tu as le mieux vendu. Enfin, pour moi, il y a rien de mieux quand même que le ressenti terrain et de l'avoir vécu l'expérience. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Après,
Comme je l'ai dit, une relation commerciale, enfin, on ne peut pas le mettre en parallèle d'une donnée que analytique, puisque déjà, c'est de l'humain. Et les leviers, ils sont là. Donc, en vrai, c'est pas une science, tu vois, analytique pour moi. Pour parler un peu de chiffres, tu sais, tu as des modèles différents. On parle beaucoup de high ticket, de low ticket Ouais. en marketing et dans la vente de manière générale. Déjà, peut-être rapidement un peu les différences et ce que tu en penses, toi, ce sur quoi tu te positionnes et peut-être la différence entre ton activité, ce dont tu as l'habitude et ce qu'on entend peut-être souvent. Du coup, la question, c'est Sur la question du high ticket. Oui. C'est le high ticket, ce que c'est. Définir ce que c'est peut-être. High ticket pour moi, c'est un ticket d'achat qui est élevé, tout simplement. En fait, c'est un prix. Ouais, je te pose la question aujourd'hui, surtout sur les réseaux. Alors ça, c'est peut-être propre au oui. business en ligne, Oui. mais c'est transposable. Il y a une espèce de guéguerre entre ce qu'on appelle le low ticket, donc la vente de petits produits, qui nécessite beaucoup de clients pour pouvoir faire des chiffres d'affaires intéressants, et le high ticket, donc c'est-à-dire des gens qui vont packager une formation, un accompagnement beaucoup, surtout sur les business de services, et qui vont le vendre très très cher, 3 000, 4 000, 5 000 euros, et qui vont grossir là-dessus. Donc c'est-à-dire ce qu'ils font, c'est qu'ils font une offre très très chère avec une valeur perçue la valeur forte, perçue. la question de la valeur perçue qu'on peut discuter après, valeur perçue forte, et qui va leur permettre de vendre à des prix, même à des particuliers, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 pour certains, une transformation en appuyant sur un point de souffrance important. Et ils vont pouvoir grossir, parce que ça demande du boulot, parce que tu ne vends pas 5 000 euros en... Oui. Ça demande du boulot, même déjà au niveau de la création de l'offre. Et ce qu'ils font pour grossir, c'est-à-dire qu'ils font, pour les métiers de service, de l'accompagnement de groupe. Donc ça veut dire, je ne sais pas, si tu veux former quelqu'un sur l'immobilier, tu vas faire une offre à 3 000, 4 000, 5 000, et tu vas vendre à plusieurs personnes. Mais comme tu ne peux pas grossir en accompagnant les gens séparément, bah, tu vas faire du global, c'est ça, un accompagnement groupé. Et du coup, voilà, tu as des plateformes comme Skool qui vont te permettre de créer une communauté de personnes que tu vas accompagner. Et ça a de particulier que tu as la puissance aussi du groupe qui va te permettre de grossir. Et ça, c'est un modèle qui est peut-être pas nouveau, mais qui se développe de plus en plus en ligne. Parce que la scalabilité, tu la retrouves énormément en ligne. Et qui s'oppose à la vente de petits produits. Tu sais, pendant un moment, tu avais la mode de la vente de formation. Donc de gens qui vendaient des petits produits pas chers. Bah après, je pense que sur cette question, c'est une question de cible, déjà de 1. Et après, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont réfléchir quanti plutôt que quali. Et je pense que le high ticket, c'est clairement plus quali, mais tu as moins de monde, tu vois. Et... Encore que c'est discutable. Hein. T'en as, tu les vois. Parfois, c'est... C'est pour ça, c'est la question du marketing. Hein. T'en as qui ont un marketing de dingue et qui te package un truc exceptionnel. Et derrière, les retours qu'il y a, c'est pas exceptionnel. Hein. Oui, après, moi, je pense que ça reste quand même une stratégie marketing. C'est-à-dire que tu vas cibler un effet de masse, et donc plus la quantité. Donc, tu sais qu'il y a les gens, ils sont plus en capacité de mettre un petit prix plutôt que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ? Mais il y a aussi l'offre, comment tu la construis. Tu vois, moi, typiquement, tu sais, de jouer sur des souffrances très fortes. Plus tu joues sur une souffrance qui est forte, et plus tu apportes une réponse à cette forte souffrance, plus tu vas facturer cher. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on se disait en début. Tu vois, c'est transformation. C'est la question de la promesse. Pour parler dans ma niche que je connais bien, des relations, il y a certaines personnes qui vendent la reconquête amoureuse. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais reconquérir mon ex ? Il n'y a pas de souffrance plus forte que celle-ci sur Terre, que quelqu'un qui est en obsession amoureuse et qui est complètement addict à quelqu'un d'autre et qui a envie de le récupérer. Oui, je vois. Et la promesse, c'est « je vais t'aider à reconquérir ton ex ». Mais ça, on est, pour moi, et ça se discute, pour moi, on est dans une forme de marketing mensonger. Parce que quand tu sais comment ça fonctionne, les gens le savent que
quand les gens sont dans une telle obsession amoureuse qu'ils sont prêts à payer quelqu'un pour récupérer leur ex, c'est que la relation, elle est déjà terminée. Tu vois, c'est dans 95% des cas, pour schématiser. T'es en train de casser ton business. Non, mais moi, je ne vends pas de reconquête amoureuse. Jamais, jamais de ma vie, je me sentirais comme un escroc si je vendais ce genre de choses. Mais t'en as qui le font. Et t'en as qui ont un business qui tourne autour de ça. Et là, alors, c'est un sujet intéressant parce que la question, elle est quand tu vas voir derrière les avis des gens qui vendent ça. Les avis sont pas si mauvais que ça. Peut-être que ça fonctionne, on ne sait pas. En fait, et quand tu creuses un peu le truc, ce qui fonctionne, la promesse n'est pas atteinte, mais en fait, derrière, il y a une espèce d'accompagnement pour t'aider à guérir un petit peu, à aller mieux. C'est ce que j'allais te dire. Et en fait, la promesse n'est pas respectée, la promesse est mensongère, mais derrière, tu fais quand même du bien au client. Oui. Donc, c'est discutable sur le plan de... Moi, je pense, par rapport à ce que tu dis comme exemple, que là, c'est un travail sur les émotions. En fait, là, tu es en train de travailler sur la tristesse de quelqu'un qui a enfin, c'est une forme de deuil, quoi, quand tu te sépares, tu vois. Et le marketing, ça joue un peu sur l'émotion, tu vois. C'est de la frustration, c'est parfois de la tristesse, en tout cas dans ta niche. Et la promesse, c'est d'aller mieux. Effectivement, c'est une forme de bien-être. La finalité, elle est là. Nous, quand on vend de l'immobilier, ça peut être aussi ça. C'est-à-dire que tu n'es pas bien là où tu es dans ton... Alors, c'est soit financier, parce qu'on te promet parfois des leviers d'enrichissement, soit un bien-être au niveau intérieur, parce que c'est chez toi, tu as une impression, un sentiment aussi de construction, d'avoir créé quelque chose, d'avoir... on parle souvent de mettre les fondations, de créer voilà, son patrimoine. C'est pas pour rien. C'est que tu as l'impression d'avancer, en fait, dans ta vie, de donner du sens. Parfois, ça passe par là. Il y a des gens, ça sera de faire des enfants. Il y en a d'autres, ce sera d'être propriétaire de sa résidence principale. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, au niveau de l'offre et de la promesse, tu penses que la fin justifie les moyens ? C'est-à-dire que tant qu'on fait du bien aux gens et que ce qu'on va leur vendre leur fait du bien, peu importe la promesse, finalement. Je dis pas peu importe, parce que moi, c'est pas de mentir. Moi, la finalité, c'est de vendre un bien immobilier. Tu vois ce que je veux dire ? C'est de vendre un besoin de logement. Ouais, mais quand tu vends un bien immobilier, tu vas peut-être omettre certains détails qui, s'ils étaient révélés, feraient que l'acheteur ne signerait pas. Pas toujours. Pas toujours. Tu peux être transparent. Ça dépend comment tu vois les choses. On catégorise beaucoup. Ça arrive. Mais c'est souvent le cas. Moi, je me suis fait un peu avoir comme ça. Ah bon ? Ouais. On en parlera après. Enfin, avoir, non. Tu t'allongeras sur le divan. C'est ça. J'ai déjà acheté un truc. Après réflexion, je me suis rendu compte, oui, le mec le savait, me l'a pas dit. Bien sûr. Peut-être que j'aurais réfléchi différemment, négocié différemment si je l'avais su. Bon. C'est souvent ça. Le mec qui veut vendre, il va omettre des choses. Ouais, c'est sûr que c'est comme quand tu arrives dans un date et que tu donnes tous tes tocs ou tes névroses. Là, c'est toi qui vas nous raconter. Je pense que c'est un peu la même chose, tu vois. Ça donne... Et pourtant, ça devrait être une forme d'authenticité, je trouve. Mais c'est sûr que c'est pas ce qu'attend le client, enfin le prospect. Il attend aussi une forme de rêve, quoi, d'idéal, de promesse idéalisée. Voilà. Après, au mieux, tu minimises quand même le mensonge et l'omission. Je pense qu'après, c'est quand même mieux, quoi, en fait. Qu'est-ce qui est mieux ? De minimiser les non-dits, l'omission, d'omettre le moins possible. Voilà. Mais t'es quand même... Oui. Tu mets en avant les choses qui... après, c'est une question, c'est quoi la promesse ? C'est quoi la promesse ? Et c'est toujours nuancé. Bien sûr. Après, moi, par exemple, dans l'immobilier, je ne vends pas une liberté financière. Hein. Même quand je vends des produits de défiscalisation, ce n'est pas une liberté financière que je vends. On essaye de mettre au plus juste, au plus près, les plus, les moins. Et sur la chaîne, on ne va pas tout maîtriser parce qu'il y a toujours des aléas et qu'on ne les gère pas. Voilà, on essaye de mettre aussi en avantage, la vente c'est ça, c'est de mettre aussi en avantage pour conclure, tu vois, mais effectivement, il y a parfois des choses qui ne sont pas dites, je pense, c'est une vérité. Oui, non, après, voilà, c'est ça. Ça fait partie du jeu. C'est une question de la balance, c'est la balance. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas ? À quel moment la promesse, à quel niveau d'omission ou de mensonge, entre guillemets, la promesse devient
Moi, je pense que ce qui est important de mettre en avant, c'est surtout est-ce que tu travestis la promesse? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Parce que la promesse, c'est une promesse, mais est-ce que tu la travestis sur la finalité, la réalité? Si je te dis, voilà, parce qu'il y en a plein qui font ça. Moi, j'ai donné l'exemple reconquérir son ex. Ouais. Reconquérir son ex, l'équivalent dans le business, pour peut-être les gens qui nous regardent et qui sont plus orientés business, c'est je vais comment faire tant d'argent Oui. en un délai très court. Ouais. Euh, Comment Il y faire a 10 pas- 000 euros par mois? Voilà, c'est ça. Rien ne prouve que c'est en partant de zéro. impossible. Et il y a des gens qui l'ont peut-être fait. Mais quand tu sais que les plus de 90% des gens, plus de 95% des gens ne le font pas, on est dans une vérité qui t'arrange et où le but, ça va être de vendre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. C'est une question ouverte. C'est-à-dire à quel moment on considère que c'est une promesse qui est erronée, qui est travestie. qui est éthique, on va dire. En fait, je pense que Qui est la éthique. Je pense que la question, le mot, c'est ça, éthique. Ouais, éthique, ouais. Je pense que la promesse, déjà, elle est très large. Et c'est tellement large qu'en fait, il y a des exceptions. Donc, ça se trouve, dans ta promesse de comment faire 10 000 euros par mois en partant de zéro, il y a peut-être une personne qui a réussi sur 1000. Tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais, du coup, mais tu as on peut quand te même dire- 999 qui sont insatisfaits et un C'est ça. seul qui a réussi. Et on peut te dire oui, mais tu peux faire partie de ces Voilà, de ces une personne. exactement. Mais sous condition que tu fasses ça, que ton offre réponde, que machin, que ci, que ça. Mais Tu vois, c'est comme ouais, c'est ça, mais c'est comme toutes les les petites conditions. astérix. Mais c'est comme il y a eu une mode là comme ça sur les, je sais pas si t'as vu pendant un moment, tu avais beaucoup de pubs de gens qui te disaient je vais t'aider à t'accompagner dans ton business pour réussir à obtenir tant de clients et si tu n'y arrives pas, on te rembourse totalement. On te rembourse totalement ou même Ouais, la parfois on te garantie. dédommage. Oui, on te dédommage de garantit, temps. Ouais. Et ça, c'est alléchant. Tu te dis, ah, c'est génial, j'ai rien à perdre et je peux même gagner s'il me dédommage derrière. Et Ouais. ensuite, quand tu t'apprêtes à signer, tu t'aperçois qu'il y a un ensemble d'astérisques qui te disent qui t'imposent des conditions qui sont quasi irréalisables. C'est-à-dire, je dois poster 2 contenus par jour pendant tant de temps, je dois avoir démarché tant de personnes, envoyer tant de messages pour pouvoir. Ouais, c'est conditionné. Ouais, c'est ça. C'est conditionné, mais nous aussi, Ça, dans c'est le marketing, c'est clair que quand on fait nos systèmes d'acquisition, il y a beaucoup de panneaux, tracts, donc c'est d'autres formes d'acquisition, si tu veux. On met des conditions générales. Et les conditions générales, souvent, elles sont sujettes à des conditions de financement. Si tu parles d'une mensualité, par exemple, sur l'acquisition d'un bien immobilier, achetez votre appartement pour 600 euros par mois, j'ai eu une bêtise. Mais derrière, c'est plein de petits astérix qui disent sous réserve d'un temps d'apport, de tel taux d'intérêt, Enfin voilà, il y a un moment donné, quand tu targetes large, tu es obligé d'encadrer, tu vois. Sinon, derrière, c'est ingérable. Oui, mais l'objectif de ça, c'est fait effectivement pour avoir plus de... De toucher au maximum, au plus large, et après, tu as un système d'entonnoir. Et là, peut-être que sur tout ce que tu as ciblé, il y aura peut-être 10 personnes qui vont répondre par rapport à ton offre, ou 100, je ne sais pas, tu vois. Et toi, donc du coup, oui, on parlait de high ticket. Ça dépend beaucoup du produit. Alors, ça dépend du produit, on parle de promesses et de valeur perçue. Ouais. C'est-à-dire à quel point tu vas jouer sur la frustration. Comme on a dit, plus tu joues sur une douleur importante, sur une souffrance, un besoin primaire de l'autre, l'amour, le fait de gagner de l'argent. Après, il y a des profils. Il y a des gens, tu vois, sur les relations, il y a des gens qui souffrent plus de l'amour que d'autres. Sur le business, il y a des gens qui souffrent plus du manque d'argent que d'autres. Donc, ça va être des catégories de personnes que tu vas toucher différemment. Et donc, tu as ce levier-là, tu as ça qui va être un levier, on va dire, pour avoir des offres qui sont très chères. Mais ça va aussi, de ce que tu m'avais dit, ça peut aussi dépendre du produit. Tu vois, il y a le high ticket à 5 000, mais tu as aussi des business models qui sont liés à la dette et qui sont très importants parce qu'ils sont permis par la dette. Et notamment dans l'immobilier. Oui. Pourquoi est-ce que dans l'immobilier, les prix sont parfois démentiels pour certaines personnes? Et on ne parle même pas là de l'immobilier de luxe. Mais l'immobilier, c'est peut-être encore une catégorie à part. En fait, dans l'immobilier, je trouve que c'est différent en termes de psychologie. Parce que quand tu parles de high ticket à 5 000 euros, c'est un peu ton argent de côté. Enfin, sauf si je me trompe, mais je ne crois pas que tu prennes un crédit pour... il y en a qui Il y en a peut-être. Mais
je trouve qu'à sortir, il y a plus d'impact à sortir 5 000 euros de son épargne, par exemple, si tu as une épargne personnelle. Après, il y a des gens aussi qui ont du mal à s'endetter, à lever de la dette. Et pour eux, c'est inconcevable d'aller s'endetter sur 200, 300, 400 000 euros, alors qu'in fine, c'est quand même un levier. La dette, c'est quand même un levier, quoi. Donc, toi, tu dis le fait que ce soit ton argent, c'est différent du fait que ce soit l'argent de la banque levé par de la dette. Psychologiquement, ça impacte moi, c'est comme les ça choix que les choix d'achat. moi, je trouve que c'est comme ça qu'on a aussi un intérêt à vendre. C'est comme ça qu'on arrive à vendre le high ticket, en fait. Sur le besoin, mais à se dire aussi, il y a le levier. De toute façon, il faut se loger. Que tu le mettes dans un loyer ou dans un remboursement d'emprunt, in fine, quand tu vas revendre, tu vas sûrement, potentiellement, gagner de l'argent. Et c'est pas toi, c'est la banque qui te prête cet argent avant. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de négatif là-dedans, en fait. Donc ça, c'est ce qui le permet, c'est la dette et le fait de se dire, va y avoir un retour sur investissement au moment de la vente. Et c'est ça qui permet... C'est un levier financier, pour moi. d'avoir, C'est un levier financier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Après, les clients, c'est plus le besoin d'être logés, d'avoir leur bien immobilier, leur résidence principale. En tout cas, sur cette cible-là, c'est vraiment plus ce que je te disais, la notion de sens, de construction, une forme d'aboutissement, en fait. le marketing par la frustration. Oui. Tu peux nous dire ce que c'est pour toi et comment est-ce qu'il s'implémente concrètement Marketing par la frustration, c'est, comme je disais, c'est de la psychologie inversée, en fait. C'est-à-dire que tu crées vraiment un produit de rareté. Et en fait, c'est ce qui crée une forme de... Tu as envie d'appartenir à cette forme de produit, si je puis dire. Bon, moi, je prenais l'exemple de Cézanne, c'est les vêtements. Et en fait, tu as envie de correspondre un peu à ce... Et elle est où la frustration là-dedans? Parce que là, moi, Parce qu'il y a un produit rare, en fait. Tout le monde ne l'aura pas. Ok, d'accord. Donc, c'est sur la rareté. Ouais, Parce que tu as la rareté et tu as l'appartenance. Il y a les deux. En fait, si tu arrives à obtenir cette rareté, tu fais il y a un sentiment d'appartenance, j'ai compris le lien. Tu fais partie, en fait, de l'élite. Enfin, pas de l'élite, parce que c'est un peu galvaudé comme terme, mais d'un nombre limité de personnes. Et ça te démarque indirectement sur une forme d'appartenance. Voilà. Mais tu vois, ce truc d'appartenance, moi, ça me fait penser à... on parlait des coachings de groupe. Tu vois, le coaching de groupe, beaucoup jouent sur un sentiment d'appartenance qui est renforcé par le personal branding. C'est-à-dire que les gens qui vendent un accompagnement, souvent, de groupe, c'est que tu rentres dans un cercle fermé. Et on parlait des masterminds. C'est aussi un petit peu ça. Tu rentres dans un cercle fermé et finalement, tu appartiens à une certaine communauté. Ouais. Et ça, c'est un levier qui est utilisé par beaucoup. Et ça, le fait d'avoir un produit, d'avoir un iPhone, tu appartiens à ceux qui ont Apple. Donc ça, maintenant, c'est très large. Ouais, c'est vrai. Mais Apple, c'est aussi un marketing par la frustration. C'est ça. Le fait de faire partie d'une certaine école, tu appartiens à une communalité et tu peux afficher le fait que tu as fait partie de certaines écoles. Et en fait, il y a des codes autour de ça, inconscients ou conscients. C'est assez subtil. Maintenant, aujourd'hui, on prend plus, on n'a plus conscience de tout ça. Mais si tu reprends un peu de recul ou on fait un pas de côté, effectivement, que derrière, ça signifie quand même pas mal de choses. Et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui veulent pas appartenir à ces codes-là, parce que ça correspond à de la masse, peut-être, ou parce que ça correspond aussi à une forme de... C'est un levier qui est intéressant. Et le fait... Alors, t'en as qui poussent même le truc encore plus loin, pour revenir là au coaching. Tu rentres dans un accompagnement avec plusieurs personnes. Ouais. Et finalement, ces personnes-là, pour parler de l'accompagnement du coaching, ces personnes-là, dans du high ticket, vont se coacher à l'intérieur de cette communauté. Entre eux ? Entre eux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont participer, ils vont se répondre entre eux, ils vont se donner des conseils, parce qu'il y en a qui sont déjà passés par là. Et finalement, c'est un effet boule de neige. C'est-à-dire que le coach ou même certains thérapeutes n'a plus à intervenir directement. Il n'est plus le seul acteur et il n'est plus le seul à obtenir de la valeur. Ouais. C'est qu'au sein même de la communauté que tu as créée, tu as des gens qui s'entraident. Et c'est le même principe
que ça rejoint un petit peu le principe de l'école 42. Oui. Tu sais, l'école 42, Oui. je te disais, c'est les élèves des classes supérieures, il me semble, qui font les cours pour les élèves des classes inférieures. Ouais. Et il y a une dimension d'auto-organisation qui fait que ça limite les coûts et ça renforce l'aspect communautaire. Et t'en as qui jouent énormément là-dessus. Bah, je pense, ouais, parce que si tu as une problématique, rien de mieux que d'en parler enfin, aussi autour de toi et de savoir si les autres vivent la même chose et s'ils peuvent t'aider, tu vois, en vrai. Il n'y a pas. Ah, mais quand c'est en plus au sein d'une communauté, tu te dis, je vais avoir, si je rentre dans cette communauté, dans ce groupe d'accompagnement, je vais peut-être avoir même accès à des informations. C'est comme les masterminds, je vais avoir accès Mais tu crois pas que ça fait partie du réseau finalement? Ouais, c'est une forme de réseau. Ouais. Ouais. Bah, réseau, c'est des gens qui sont connectés entre eux. Oui, qui sont sur le même domaine, le Et même qui sont, thème. voilà, c'est ça. Ouais, mais bien sûr. Après, évidemment, je pense qu'il y a un intérêt. C'est sûr que si tu veux faire du business, tous tes potes, ça les intéresse pas, et quand tu leur parles de business, en fait, il n'y a pas d'interaction, bah, tu vas aller chercher, je pense, à intégrer une forme de communauté ou de réseautage où tu te sens plutôt à l'aise d'exprimer ce dont tu as envie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. On peut prendre le même schéma avec le rapport salarié-entrepreneur, quoi. Tu vois, il y a un état d'esprit dans le salariat que tu retrouves pas quand tu parles avec des entrepreneurs. Et du coup... Et ce qui font que, ouais, là, l'excès, c'est que t'en as qui sont très matrixés par ça. Et qui finalement se renferment sur une communauté en méprisant parfois une autre communauté qui voit les choses différemment. Oui. Et t'as beaucoup ça dans c'est vrai. le C'est vrai. entrepreneur versus salarié. Alors qu'il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait un meilleur que l'autre, en fait. C'est juste comment toi tu fonctionnes, quel intérêt tu y trouves ou pas. Est-ce que tu es aligné avec ce que tu fais Oui, voilà, c'est ça. Mais ceux qui critiquent l'un ou l'autre, ça se trouve, un jour, ils retourneront soit dans le salariat, soit... Peut-être. Mais t'en as qui te répondront non, jamais. Jamais, maintenant que je suis... Peut-être, enfin, on ne sait pas. Tu vois, on n'a pas de, on n'a pas de boule de cristal, mais je pense que c'est un peu le même. Il y a des gens qui arrivent à se retrouver dans le schéma 1 et d'autres qui se retrouvent plus dans le schéma 2. Donc, après, c'est vraiment une question de personne, d'état d'esprit. Mais c'est vrai, mais après, voilà, ouais, parfois quand tu appartiens énormément, quand tu es dans une communauté, tu as des œillères et tu vois les choses, tu es dans ta bulle. Ouais, c'est ça. Tu es dans ta bulle et tu te renfermes parfois sur... Et c'est d'où l'importance d'ouvrir un peu l'ouverture. Je pense qu'elle est aussi importante. Fermer des portes, c'est pas forcément productif, selon moi. Voilà. Mais devoir savoir dans quel domaine... Après, il y a une question d'adaptation et d'agilité derrière, tu vois. Et ça, tout le monde n'arrive pas forcément à le faire. Mais bon. Par exemple, tu penses à quoi? Au code que tu peux retrouver. Est-ce que tu t'adaptes? Il y a des gens qui n'aiment pas réseauter, si je puis dire. Il y a des gens qui n'ont pas le langage ou les codes de l'entrepreneuriat ou qui n'ont pas ce moteur ou cette animation pour le devenir. Et il y en a, voilà, ils sont salariés, ils sont très bien, ça ne les intéresse pas, et inversement, tu vois, et ils ne sauront pas s'adapter, en fait, à l'inverse. Je pense qu'il y a des profils, là, en fait, après. Mais voilà, je pense que l'agilité, c'est aussi quelque chose, et l'ouverture, c'est quelque chose d'important, parce que en soi, il y a du bon à prendre dans tout, tu vois, selon moi. Bon, on arrive à la fin. Merci Bérangère d'avoir Merci discuté avec moi pendant presque 1 heure. Merci. Et on se revoit très vite alors. Ouais, merci. Ciao.